romancier sénégalais, Fulgence Faye donne un sens particulier à l'humain, aux identités culturelles dans ses écrits. En 2017, son premier recueil de poèmes Mots et mots de maman est publié. Son deuxième livre en 2019, Lettre à ma défunte bien-aimée. En 2021, Plume terrorisée, coécrit avec Pascal Achouza Mihigo. Aïda, l'espoir de Sangomar est son quatrième livre et son deuxième roman. Fulgence Faye fait face aujourd'hui aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne sur livre ouvert. Bonjour et bienvenue dans Livre ouvert, l'émission qui explore les pages captivantes de la littérature. Chaque année, plongeons ensemble dans l'univers riche des livres en découvrant des auteurs et des histoires. Aujourd'hui, le cours Sainte-Marie de Anne accueille Monsieur Fulgence Faye, poète et romancier. Le grand départ. Aïda se souviendrait toujours de ce jour où elle avait quitté sa terre natale pour partir à la conquête du savoir. Elle était vraiment peinée de quitter cet endroit où elle pensait avoir écrit les plus beaux jours de sa vie. Elle y laisserait ses souvenirs d'enfance, son innocence et son âme. Dans cet environnement culturel, le respect de la parole et des engagements était une valeur que nul ne devait ignorer. Dans un monde qui ne cessait de changer, les sages mettaient toujours en avant l'intégrité, l'honnêteté, l'obéissance, le courage, le sens de la responsabilité et du respect, la solidarité, la politesse, etc. Depuis des siècles, les anciens s'impliquaient sans relâche à ce que la préservation de ces valeurs ancestrales soit une obligation morale essentielle pour toutes les générations. En accord avec leur philosophie culturelle et religieuse, les anciens incarnaient ces valeurs traditionnelles qui permettaient ainsi à l'individu de vivre en équilibre harmonieux avec lui-même qu'avec les autres. Au cœur du voyage, Aïda, les larmes ruisselantes, s'éloigna de la maison familiale. Arrivée à l'embarcadère, son cœur se serra. Sur le ponton, elle observa une dernière fois ce paysage magique où le vent communiquait en permanence avec le chant des oiseaux et le silence de l'île de Sangomar. Pour les villageois, ce trésor était la demeure des esprits des ancêtres du Sine Saloum et des djinns qui veillaient sans cesse sur la population. En temps de rareté de pluie et de crise alimentaire, les sages des villages environnants prenaient des pirogues pour faire des offrandes afin que Sangomar accepte leurs lamentations et leurs supplications. Aïda n'a finissait pas d'admirer la beauté du contraste des couleurs des bras de mer et du fleuve, des méandres de la mangrove, des bancs de sable, du balai des lamentins et du regard à la fois dur et tendre des pêcheurs. Elle lisait en cet univers le reflet de l'aurore des temps, le souffle de la vie, la pureté de la nature, l'harmonie de l'écosystème. Comme pour les graver à jamais dans son esprit, elle contempla chaque détail qui l'entourait pour profiter de ses derniers moments sur l'île. Profonde douleur et décision de pardonner. Pour effacer son malheur, elle se raccrocha à cette phrase. Quand la douleur est à son paroxysme, elle doit descendre de sa montagne pour laisser place au bonheur. Aïda voulait encore goûter aux délices de la vraie existence. Pour elle, la vie se résumait à une dose de joie, d'espoir, de rire, de conviction, de choix et de courage. Elle accepta qu'il lui faudrait du temps pour surmonter cette peine. Elle libéra toutes les disgrâces emprisonnées dans son âme, l'état de choc, la colère, la haine, la dépression. Sa nouvelle vie sembla être un séjour sur une île déserte où nul ne pouvait perturber son confort. Dans le même sillage, ses parents lui rappelèrent que vivre, c'était accepter de rencontrer les peines et se combattre pour les dominer. Avant cette phrase de prise de conscience, elle ne se donnait pas le temps de prendre soin d'elle comme elle le faisait en France. En se recentrant sur son bien-être, elle comprit que pour combler le vide, elle devait changer de comportement en se libérant, en se focalisant sur son travail et ses projets professionnels et en échangeant avec des personnes de valeur. Vivre le présent et refuser le passé. Quelques mois après avoir mis au clair ses démêlés avec Doudou, Aïda accorda beaucoup d'importance à son bien-être.
Indépendante et confiante en ses capacités, elle vivait dorénavant l'instant présent sans s'encomber des regrets du passé et des angoisses du futur. Elle avait un mode de vie plus en accord avec son éducation, sa personnalité et sa culture. Dans la recherche d'une vie plus satisfaisante, elle avait eu l'audace de s'approprier toutes les armes nécessaires pour faire face à toute situation. Dans son cas, passer à l'action fut un élément clé pour avancer et laisser de côté le passé. Consciente de sa capacité à être maîtresse de son destin, elle s'engagea pleinement dans sa nouvelle vie, dans laquelle elle espérait ne plus revivre les émotions et violences qu'elle avait endurées. Désormais, elle n'avait plus peur de se retrouver seule parce qu'elle savait lâcher prise. Pensez-vous que le féminisme et l'émancipation de la femme est assez mis en valeur au Sénégal? Alors, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ce si beau cadre des cours Sainte-Marie de Anne. Je suis très heureux d'être parmi vous et de discuter des questions relatives à mon roman Aïda l'espoir de Sangomar. Avant de commencer, je vais faire une brève présentation de ma modeste personne. Je m'appelle Fulgence Antoine Adjuma Faye. Mais comme nom d'écrivain, j'ai choisi Fulgence Faye parce que c'est plus simple. Alors, j'ai commencé l'écriture en 2017 avec un premier livre intitulé Mots et mots de ma main, publié par les éditions Diaspora Noire au Sénégal. Alors, vu l'engouement que ça a donné, donc, je m'étais engagé à continuer l'aventure littéraire en publiant un deuxième livre intitulé Lettre à ma défunte bien-aimée. Donc c'est un roman. Et le troisième livre, c'est un recueil de poèmes intitulé Plume terrorisée, publié en 2021. Et le dernier livre est un roman, celui que vous avez, Aïda l'espoir de Sangomar. Alors tout récemment, en 2023, j'ai reçu 2 récompenses. Une première relative au prix Mila, j'étais finaliste. Et le deuxième prix est donc le prix René Dépès. Donc je suis 3e coup de cœur de ce prix. Et donc je salue mon co-auteur Pascal Assouza qui a fait un travail remarquable. Alors grâce à vous, l'aventure continue. Et donc, je sais que ça va mieux se développer sous peu. Alors, concernant votre question, il y a un très grand travail à faire dans ce cadre parce que la femme africaine et plus particulièrement la femme sénégalaise n'est pas trop valorisée. L'idée que nous avons de la femme est une idée donc, qui est un peu centrée sur le ménage. On a l'habitude de voir que la plupart de nos femmes, même si elles sont scolarisées, n'ont pas la possibilité d'utiliser leur talent pour le partager donc, à notre cher pays. Alors, il faudrait qu'il y ait des actions. Par exemple, nous les écrivains, nous devons être en mesure donc, de permettre aux femmes de retrouver l'espoir. Parce que les femmes d'aujourd'hui ont besoin d'espoir, ont besoin de courage, d'engagement pour défier les hommes. Alors, vous direz que c'est un peu étrange de voir un écrivain de sexe masculin s'engager pour la cause des femmes. Et pour moi, donc j'ai une autre vision de la femme. Une autre auteure ou bien une autre écrivaine peut avoir une vision différente de la mienne. Mais je me dis que je dois apporter ma touche masculine pour que les femmes puissent voir la lumière du soleil. Est-ce que la situation vécue par Aïda dans votre ouvrage fut vécue par un proche ou une connaissance, ou c'est l'inspiration de mettre la femme à la place où elle devrait être qui vous a parlé en écrivant ce livre? Voilà, je suis très content d'être avec vous parce qu'il me semble que vous avez bien lu le livre. Alors, ce roman-là est une histoire vraie d'une part, même si dans un livre, il y a à la fois la fiction et la réalité. Donc j'ai osé mettre de la fiction pour un peu étayer donc, mes idées, pour permettre au roman de pouvoir évoluer dans le temps et dans l'espace. Alors l'histoire d'Aïda est une histoire réelle, vécue par une femme
qui porte le même nom, Aïda Faye. Alors, je me suis concerté avec elle pendant plusieurs moments. Et au début, j'étais un peu réticent de réécrire donc, son histoire parce qu'il est un peu difficile de traduire la vie d'une personne. Mais quand même, de jour en jour, elle m'a encouragé d'écrire son histoire. Et donc, j'ai eu donc, le culot de vouloir retracer donc, toute l'historique de sa vie, ce qui m'a amené à écrire ce livre-là. Et aujourd'hui, donc, je me félicite de ça parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire la vie typique d'une personne. Et après l'avoir écrit, donc, elle a été ébahie parce que donc, j'ai retracé les mêmes lignes de sa vie. Et pour moi, en tant qu'écrivain, il est bon de photographier la vie de chaque personne parce que chacun de vous peut se retrouver dans cette histoire. Donc, c'est le côté fiction. Et d'ailleurs, il y a même des passages qui peuvent vous intéresser dans le livre. Donc, c'est pourquoi il est bon de mélanger la réalité et la fiction. Mais d'une part, je peux dire à 60%, la réalité domine ce roman. Selon vous, le fait de quitter son pays natal en direction de nouvelles horizons peut-il avoir des impacts à l'égard de la culture et des valeurs inculquées? Alors, merci pour cette belle question. Voilà. Alors, en Afrique, on a un mirage de l'Occident, ce qui n'est pas bon. On est à une époque où toutes les nations se battent. Ce qui se passe au Sénégal se passe en France. Mais quand même, pour une personne qui a reçu une éducation traditionnelle, donc je sais que donc, cette personne-là n'aura pas la peine d'être utilisée ou bien de changer de comportement. Pour le cas d'Aïda, ses camarades de classe ont essayé donc, de la dévier de son chemin, mais elle a résisté parce que à la base, elle a reçu une éducation exemplaire. Et avant de partir, si vous avez même fait attention donc, aux extraits que vous avez lus, son père lui a demandé de ne pas changer de comportement. Et en Afrique, dans une société traditionnelle, ces valeurs-là ont leurs importances capitales. Donc ça permettra à la personne de ne pas sortir donc de ce cadre ancestral. Et donc, vous aussi, en tant que jeune, en tant que citoyen de la modernité, vous êtes appelé à conserver vos valeurs traditionnelles. Que vous soyez des Diola, que vous soyez des Sérères, que vous soyez des Wolof, que vous soyez des Français. Donc vous êtes appelé à conserver votre culture. Parce que sans la culture, vous ne pouvez pas imposer, vous ne pouvez pas faire savoir à l'autre que vous existez. La culture nous permet d'exister. Et pour Aïda, elle a su exister. Et d'ailleurs, il y a même d'autres personnages qui lui ont demandé comment elle a fait pour résister à tous les coups qu'elle a eu à subir dans la vie. Oui, donc la culture, les valeurs ancestrales que nous avons reçues peuvent nous permettre de résister aux coups de la vie. Et chacun de vous doit s'inspirer de ça pour ne pas tomber. Parce qu'à l'heure où nous sommes, c'est la culture qui différencie les nations, c'est la culture qui fortifie chaque personne. Alors soyez comme Aïda et laissez-vous guider par vos parents parce que la parole d'un parent est une sagesse que nul ne peut mettre de côté. J'aimerais savoir pourquoi avoir écrit les parents de Aïda comme étant de religions différentes et avoir insisté sur cette différence tout au long de l'histoire. Alors, donc, je reviens à la source. En tant que fils de Sérère, de parents 100% Sérère, dans le milieu où j'ai grandi, dans le milieu Sérère, à Joal, à Palmarin, à Nioro, à Dionewar, on a cette particularité d'avoir dans nos familles plusieurs religions. Donc la religion qui touche donc à l'athéisme, donc la religion musulmane, la religion chrétienne. Et en tant qu'écrivain, j'ai voulu donc promouvoir cette diversité de religions, donc pour permettre aux lecteurs ou bien aux Occidentaux de savoir qu'au Sénégal, on a une richesse religieuse qui nous permet donc de raffermir les liens. Si vous allez à Palmarin, chez moi, là où mes parents sont nés, donc vous verrez que c'est cette diversité-là qui permet d'asseoir la paix. Aller dans des contrées comme Israël, ils n'ont pas cette possibilité-là de vivre en harmonie parce que les gens ne comprennent pas cette valeur de diversité.
Donc, dans certains pays, on en a besoin. On a besoin de ce mixage de religions pour permettre aux gens de vivre en harmonie. Et c'est ça, c'est le vrai charme du Sénégal. À Joal-Fadiouth aussi, c'est le même contexte s'applique parce qu'il y a un cimetière où musulmans et chrétiens et athées sont enterrés. Alors, donc j'ai voulu faire la promotion de cette richesse culturelle, de cette richesse de religion pour que les gens sachent que le Sénégal est un pays particulier. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que après avoir lu le livre, je remarque que vous parlez beaucoup de la nature, surtout dans la relation de Aïda et Doudou. J'aimerais savoir quel effet produit, ça symbolise la nature dans cette relation. Tout à fait. Alors, donc je suis parti de moi-même pour agrémenter donc, le décor du roman parce que pour qu'un roman puisse exister, il faudrait qu'il y ait un bon décor. Et donc j'ai voulu jouer sur les mots pour permettre au lecteur de s'intéresser au passage suivant. Oui, dans tout roman, on a besoin d'espace et ces espaces-là doivent avoir un décor donc, qui sied au milieu. Et dans nos contrées, dans nos villages, cet aspect donc, de l'environnement, de la nature est très important. Et en tant qu'écrivain, je me dis que je dois être la première personne à protéger la nature. Donc, faire comprendre au lecteur que sans la nature, sans l'environnement, on ne peut pas subsister. Donc, il est très important de relever le charme de la nature pour que chacun de nous puisse porter attention aux moindres détails de la nature. Et donc, l'autre fait est que j'ai fait des études de géographie, donc, ce qui m'a permis de sortir donc, certains mots pour que le roman ait une certaine quintessence, que le roman puisse évoluer au cours du temps et de l'espace. Oui. Dans le paragraphe du livre, vous avez cité Michelle Obama dans son livre Devenir qui disait si l'on ne s'impose pas pour définir ce que l'on est, d'autres se chargeront très vite de nous présenter comme ce que nous ne sommes pas. J'aimerais savoir dans quel sens est-ce que cette citation est importante pour le contexte de ce livre. Alors, merci pour cette excellente question. Pour le cas d'Aïda, donc elle a vécu une situation un peu compliquée au début parce qu'elle n'a pas les mêmes chances que vous. Elle a été dans une école publique et pour elle, pour sortir donc de la pauvreté, il fallait qu'elle se batte, qu'elle se donne à fond, qu'elle puisse sortir ses parents donc, de la misère. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a jamais lâché. Elle n'avait pas les moyens. Et au cours du temps, elle s'est donné plus d'énergie pour exister. Donc si elle ne l'avait pas fait, elle n'allait pas exister. Donc la société allait lui imposer les dictats. Et à la fin, il y a même un passage où j'ai dit, il faut devenir la femme du changement. D'abord, s'impliquer, comment je dirais, il faut d'abord s'impliquer, oser aller au-delà des limites pour pouvoir donc changer son cadre, pour pouvoir donc se transformer et permettre aux gens aussi de pouvoir se transformer. À la fin du roman, donc, elle a su oser en créant une entreprise qui est 100% féminine. Donc c'est pourquoi j'ai osé mettre en avant la citation de Michelle Obama, elle qui est une référence dans le monde. Alors chaque femme doit s'inspirer de la vie d'Aïda, de la vie de Michelle Obama pour donc changer notre monde, pour transformer chaque vie. Quelle est votre opinion par rapport à l'immigration des étudiants africains dans le but d'un avenir meilleur à l'étranger? Pour vous, c'est un fléau ou une aubaine?
Alors, donc, je dirais que nous, Africains, on a un mirage de l'Occident, mais tout commence par nous-mêmes. Chacun de nous doit être en mesure donc, de se créer un avenir, peu importe le lieu où il est. On n'a pas besoin donc d'être dans des embarcations pour rejoindre l'Europe. Vous voyez tous ces jeunes-là qui investissent 400 000 pour aller en Europe. Pour moi, c'est une aberration. Cette somme-là pouvait servir à créer une petite entreprise, à faire en sorte que notre business soit fructifié. Oui, et ce qui me dérange aussi donc, dans ce phénomène, c'est le mutisme de nos autorités, alors qu'ils ont quelque chose à faire pour ces jeunes. La situation actuelle est très compliquée et il faudrait l'implication de chaque autorité politique, de chaque autorité administrative pour que la donne puisse changer. Oui, nous n'avons plus besoin de rallier l'Europe pour gagner notre vie. On a de quoi vivre en Afrique, on a de quoi transformer pour permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de notre entrepreneuriat. Et actuellement, il faudrait que chaque jeune soit conscient que l'Afrique nous a donné des opportunités et chacun de nous doit être en mesure donc, de saisir cette opportunité qui nous est offerte. Pourquoi avez-vous choisi la France comme lieu opportun pour la réussite de notre héroïne et pas un autre? Pensez-vous que c'est le pays le mieux placé pour réussir? Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Aïda, il fallait que je passe par ce labyrinthe pour terminer le roman. Alors, elle a suivi les conseils de son papa donc, pour achever sa carrière universitaire. Au début, elle n'était pas trop enclin à rejoindre l'Europe parce qu'elle se disait que même au Sénégal, elle avait la possibilité de réussir. Mais pour moi, en tant qu'écrivain, on n'a pas besoin d'être dans un seul endroit pour faire avancer ces personnages. Le fait de les avoir, de la faire voyager en France, donc m'a permis donc d'étayer mes arguments, d'y mettre des arguments solides. Par exemple, j'ai abordé la question de la violence féminine, ce que peut-être je n'aurais même pas fait au Sénégal. Si Aïda était restée au Sénégal, peut-être je n'aurais pas eu la possibilité donc, de développer un tel thème. Donc c'est juste pour donc, me permettre d'enrichir le scénario, de permettre à la personnage de connaître d'autres espaces pour mieux s'affirmer, pour une fois au Sénégal qu'elle puisse inspirer d'autres personnes. Selon vous, les parents ont-ils réellement l'obligation de prendre les décisions de leurs enfants à leur place, tout en sachant qu'ils sont majeurs et vaccinés? Alors, c'est une question ambiguë. Pour moi, oui, parce que, comme je l'ai dit tout à fait au début du livre, nous avons en Afrique une richesse inestimable. Et donc, la parole de nos parents a toujours sa quintessence. Et donc, je suis même d'accord avec Nyohor, le papa de Aïda, qui l'a conseillé donc, de sortir donc, du pays. Et pour moi, cette invitation à vouloir se surpasser est très importante parce qu'elle a reçu tous les bagages nécessaires pour s'affirmer. Mais d'autre part, par exemple, pour le cas de l'excision, qui n'apparaît pas dans ce roman, donc je ne suis pas d'avis parce que donc, chaque personne doit avoir la possibilité de choisir le bon chemin sur lequel il doit passer. Alors, donc c'est deux mondes, un monde, c'est comme le monde de, je pense, Samba Diallo, qui est entre donc, la modernité et la tradition. Nous avons les bonnes choses à retenir de nos traditions et les mauvaises choses à laisser de côté. Idem aussi pour la modernité. Donc, on doit être en mesure de déchiffrer les bons codes pour que nous puissions, par exemple, interagir avec notre cercle, pour que nous puissions aussi servir aux autres, mais positivement.
Tout à l'heure, vous avez dit que cette histoire était vraie dans l'ensemble. J'aimerais savoir si aussi la relation de Aïda et Doudou était... Vous vous êtes inspiré de la vraie vie d'Aïda, justement. Alors, donc je suis parti de cette histoire pour pouvoir bâtir le roman. Tout tourne autour donc, de cette histoire d'amour. Aïda devait se marier avec Doudou, mais sa belle-mère a refusé parce que Aïda ne lui inspirait pas la confiance. Elle a été à l'école française et pour elle, une bonne femme ne doit pas aller à l'école. Elle doit être au ménage, elle doit faire le ménage, elle doit s'occuper de son mari. Elle ne doit pas être en mesure donc, de donner des idées. La bonne femme pour elle, c'est celle qui se donne à fond pour son mari. Alors, j'aimerais savoir pourquoi, lorsque le père d'Aïda, Nioro, il avait décidé de marier Aïda avec un des proches de la famille de Fab Demba, pourquoi vous avez choisi qu'il soit mort? Et moi, pourquoi cette finalité, qu'elle puisse continuer avec Doudou, son amant, et pas qu'elle puisse continuer avec son mari là et avoir une bonne finalité pour aussi respecter, parce que c'est quelque chose comme le mariage forcé et des fois dans la culture africaine ça peut marcher comme aussi ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est une finalité. Alors, merci beaucoup. C'était juste pour faire comprendre à Nioro qu'on ne peut pas jouer avec le destin. La mort de Pape Demba lui a fait savoir que même si des fois les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants, mais quand même, il faut donc donner la latitude à la femme pour qu'elle puisse donc, comment je dirais, il faut donner donc à la personne la latitude de faire ses choix. Et après la mort de Pape Demba, le papa a compris qu'il fallait laisser à Aïda le choix de choisir son mari, parce que l'époque dans laquelle il vivait est une époque qui est différente de celle d'Aïda. Et après cet épisode, ce triste épisode, donc il a compris qu'il fallait donc il fallait donner à Aïda donc cette chance de choisir son mari, celle qu'elle aimait. Alors, dans cette œuvre, vous avez beaucoup insisté sur l'éducation particulière que les parents de Aïda lui ont donnée. Donc, ma question, c'est que j'aimerais savoir dans quel sens est-ce que cette éducation a impacté dans le développement du caractère de Aïda. Alors, merci beaucoup. Le fait d'avoir reçu une éducation ancestrale a permis à Aïda donc d'être tout le temps rigoureuse, de se dévouer au travail, de savoir se surpasser. Même en France, même si elle avait donc les aspirations qui étaient donc 100% féminines, donc elle a su comprendre qu'elle devait marcher avec toute cette éducation qu'elle a reçue de ses parents pour pouvoir donc contrer cette vague de manipulation qui vient de l'Occident. Et pour moi, en tant que jeune, on doit se revêtir donc comment je dirais, on doit se revêtir donc de cet héritage culturel, de cet héritage ancestral pour pouvoir s'imposer. Si elle n'avait pas reçu toute cette éducation-là, peut-être elle aurait été influencée par ses camarades de classe. Et grâce à cette éducation qu'elle a reçue, donc elle a su dire non quand il fallait, mais quand même elle a su donc défier toutes les mauvaises choses qui devaient s'abattre sur elle. Bon, nous venons à la fin de notre émission. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, votre mot de fin? Alors, je vous remercie de m'avoir bien accueilli. Et donc, vous me redonnez cette énergie dont j'ai besoin pour pouvoir écrire d'autres livres. Et vraiment, le fait d'avoir lu mon livre m'a permis de m'engouffrer dans le livre, parce que ça fait quelque temps que je n'ai pas relu le livre.
Alors, merci beaucoup. Ce soutien-là m'est capital. Et sachez que d'ici 2 ans, donc, je ferai tout pour produire un autre livre. D'ailleurs, dans les mois à venir, mon livre intitulé La Terre qui saigne va être publié. Et donc, j'espère revenir ici pour discuter de questions essentielles, des questions qui vous permettraient de mieux connaître les enjeux de notre monde actuel et de pouvoir vous permettre de vous solidifier et de vivre en tant qu'Africain et en tant que citoyen de la modernité. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment littéraire avec nous. Nous espérons que cette exploration de livres a enrichi votre passion pour la lecture. À bientôt sur Livre Ouvert.